qui s'est fait construire soit des immeubles type haussmannien plutôt cossus, mais aussi des villas comme on pouvait les trouver dans les stations balnéaires. Et ça ressemble un peu à ce qu'on trouve dans des belles villes Deauville ou ailleurs, et qui sont en fait des villas privées ou des hameaux un peu campagnards. Et puis à côté de ça, il y a ce qu'on appelle l'art nouveau et l'art décoratif. Ce sont des commandes de gens aisés qui voulaient montrer qu'ils étaient à la pointe du bon goût, du nouveau goût. Et donc c'est pourquoi on trouve dans le 16e arrondissement justement pas mal d'œuvres qui ont été créées par des tout nouveaux architectes, Mallet Stevens, Le Corbusier, qui expérimentaient des nouvelles constructions. Et donc on a à la fois les hameaux, des beaux immeubles assez cossus, et puis des immeubles des années 1900 et des immeubles des années 1925-30. Dans la forme de la porte, il y a un petit jardin. C'est étonnant. Vous voyez un chemin maintenant, c'est une promenade, mais qui a en fait a remplacé la petite ceinture. La petite ceinture qui a été construite pour longer l'enceinte, les fortifications qu'on appelait les fortifs. Elles étaient là pour protéger Paris d'un éventuel envahisseur. La Première Guerre mondiale a montré que les canons et donc les obus pouvaient passer par-dessus, puisque la portée des canons en 1914-18 avait une portée de jusqu'à 100 km. Les fortifications ne servaient plus à rien parce qu'elles avaient été conçues pour des canons d'une portée de 800 mètres en 1840. Et en 1918, 100 km. On avait fait quelques progrès. Et donc, ça ne protégeait plus Paris. Donc, cette fortification, effectivement, elle a été détruite et remplacée par un ruban de logements sociaux. Et la petite ceinture a servi encore un moment comme pour le transport des voyageurs, mais au fil du temps, de moins en moins, parce que le métro est arrivé et le métro, lui, était transversal et rentrait et sortait de Paris, tandis que la petite ceinture contournait Paris. Au fil du temps, il y avait la concurrence des camions et petit à petit, elle n'a plus servi. Donc, elle a été condamnée, en partie récupérée par le RERC, en partie. Et puis pour le reste, eh bien, c'est devenu une promenade. Cela dit, l'emprise au sol peut toujours être réutilisée, c'est-à-dire on peut s'y promener, mais on ne peut pas construire par-dessus. Il n'est pas dit que dans l'avenir, un jour, on se dise pas, tiens, on va réinstaller une voie ferrée, enfin même deux. Et voilà, nous avons donc ici une promenade créée à l'initiative des frères Pereire. Je rappelle que les frères Pereire, ce sont deux financiers qui ont financé la première gare de Saint-Lazare et ensuite d'autres gares. Et puis aussi pour des marchandises, des docks maritimes. Enfin, ils ont investi énormément dans les transports et tout ce qui tournait autour des transports. En passant, vous vous retournez, vous regardez la belle façade qui se trouve en face de vous et qui rappelle le style un peu Renaissance qu'il y avait notamment à... ça évoque le château de Madrid qui n'existe plus. Le château de Madrid se trouvait à Neuilly. C'est un château qui avait été construit par François Ier dans un style Renaissance. Et c'est un château magnifique au milieu du bois. Il ne reste plus de ce château de Madrid que l'avenue de Madrid, justement. C'est tout ce qui reste. Là aussi, c'est la coupole qui est en fait une petite copie de Saint-Pierre de Rome. Hein. Mais bon, et je rappelle simplement qu'à partir du XVIIe siècle, dans presque toutes les églises qui vont être construites, que ce soit en Italie ou en France, elles n'auront plus de flèches avec à la croisée du transept. Hein. Elles auront des coupoles et les coupoles deviennent la grande mode. Voilà. Maintenant, on va passer à un autre style complètement différent. C'est le style Mallet Stevens Art déco. Voilà. Alors en fait, les années 20, c'est l'emploi du béton.
Le béton tout court, il est connu depuis l'Antiquité. La ferraille avec la métallurgie et bien sûr jusqu'à Eiffel, on connaît. Mais le béton a un défaut, le béton tout seul, il est cassant et il n'est pas très résistant en fait. Donc s'il y a un choc en fait, qui se brandille, plus que la pierre. Bon, donc si on construit que en béton, ça peut aussi se casser et tout s'écrouler. Si par contre le béton est armé, eh bien vous avez la solidité de la pierre et la souplesse du métal qui rigidifie un peu l'ensemble. Mais on est en 1898 et à l'époque on ne jure que par la pierre de taille qui est le seul matériau noble. La ferraille, c'est bon pour les hangars. Béton, ça vient de sortir, on ne connaît pas. Et donc il le fait breveter, il se fait construire une maison avec plein de porte-à-faux, de mouvements pour montrer les capacités du béton armé, qu'on peut faire des espèces de voûtes qui sont immenses, etc. Mais la guerre arrive et donc on a d'autres chats à fouetter que d'expérimenter des nouveaux procédés. Alors à partir des années 20, il y a donc, on reconstruit et puis il y a des nouveaux architectes, une nouvelle génération et qui se disent mais dites donc le béton c'est pas cher, c'est vite construit, c'est solide et en plus en fait on n'a plus besoin de murs porteurs, vous avez des piliers porteurs et entre les deux vous avez de l'espace que vous pouvez remplir avec des baies vitrées. Des nouvelles constructions vont arriver et comme c'est encore très nouveau, eh bien ce sont des commandes de gens aisés qui veulent être un peu à la pointe de la modernité pour montrer qu'ils sont dans le coup, ils sont les fers de lance de ce qui se fait, ils ne sont pas rétrogrades, etc. Ils sont au contraire à l'avant-garde et ça c'est typique des gens qui ont un peu d'argent pour montrer qu'ils sont en avant de tout le monde. Donc ce sont aussi des constructions de qualité au départ, parce que quand on reconstruira les villes après dans les années 50, toujours en béton, on se souciera moins de l'esthétique, on fera des barres et des tours et sans chercher à casser la monotonie des barres, tandis que ce que vous voyez ici qui est tout en béton, qui a été construit par donc Mallet Stevens, eh bien il s'est fait plaisir en faisant des décrochements pour qu'il n'y ait pas cette monotonie de façade et vous avez des terrasses, une autre terrasse ici, une avancée, des vitres plus hautes, des vitres plus larges, ici une grande baie vitrée. Alors tout est géométrique, c'est le rond, le cercle, le cylindre, le carré, le rectangle. L'intérieur dispose aussi d'une décoration qui intègre des arts décoratifs. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi art déco, parce que c'est une architecture qui intègre le mobilier, qui intègre les vitraux. Et par exemple, vous voyez la cage d'escalier, elle est éclairée par des vitraux, vous voyez, des vitraux géométriques, rouges et gris. Vous allez avoir des toits de fond à 2,50 m, voire 2,80 m pour les chambres. Enfin, toutes les pièces à vivre seront un peu plus hautes, mais ça va en tout cas influencer toutes les autres constructions. Parce qu'avant, vous aviez une hauteur de plafond qui dépendait de votre rang social. Quand vous étiez un noble ou quelqu'un de riche, vous habitiez au premier étage pour ne pas avoir à monter jusqu'en haut et vous aviez une hauteur de fenêtre plus haute que les autres. Le deuxième étage était un petit peu moins haut parce que vous étiez au deuxième et donc un peu moins riche, etc. Donc socialement, vous faisiez partie de la classe moyenne et puis au dernier étage vous étiez dans les chambres de bonne avec le plafond sous vos yeux et donc c'était une hauteur de plafond qui n'était pas proportionnée à la forme des gens mais au statut et au rang social. Et donc c'est une innovation aussi dans la pensée puisque là il se base sur le corps humain qui à peu près pour tout le monde
Le rez-de-chaussée, c'était ses bureaux, les pièces de réception au premier.